Accidents, catastrophes naturelles, crises sanitaires, attentats terroristes, certains événements ont profondément marqué l'actualité française et sont restés gravés dans notre mémoire collective. Raconté par Patrick Poivre d'Arvor, Flashback revient sur ces tragédies grâce à des témoignages inédits, des images exclusives et des révélations. Minute par minute, Flashback va remonter le fil des événements pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Aurait-on pu éviter ces drames? Qui sont les vrais responsables? Mais surtout, a-t-on tiré toutes les leçons pour éviter que de tels événements ne se reproduisent? Mercredi 24 mars 1999, 16h, à l'extérieur du tunnel du Mont Blanc à Chamonix, des pompiers fatigués, le visage recouvert de suie. Une fois passé le virage, fumée, mais un mur. À l'intérieur, une vision apocalyptique, des dizaines de véhicules calcinés, des amas de cendres. Il y a eu une seule réflexion, on a dit c'est Beyrouth. J'avais l'impression d'être arrivé sur une autre planète. C'était un décor de cinéma. Ce jour-là se dessine le tableau irréel de l'un des drames routiers parmi les plus meurtriers de l'histoire, l'incendie du tunnel du Mont Blanc. Un incendie maîtrisé au bout de seulement 3 jours et dans lequel 39 personnes périront. Je pourrai jamais oublier ce qui s'est passé à l'intérieur du tunnel. Alors, comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire? Pourquoi les pompiers n'ont-ils pas pu venir à bout de cet incendie? Cette catastrophe était-elle prévisible et peut-on aujourd'hui s'assurer qu'elle ne se reproduise plus? Pour comprendre les raisons et les enjeux de ce désastre, il faut remonter le fil des événements. Mercredi 24 mars 1999, 7h du matin. À quelques kilomètres de Chamonix, dans le village des Ouches, Xavier Chantelot s'apprête à partir travailler. Il dit au revoir à sa famille qui vient de passer une semaine de vacances dans la station alpine. Je me lève comme chaque matin pour aller bosser assez tôt. Je vois ma belle-mère qui descend les escaliers, qui me dit Xavier, on part aujourd'hui, on ne te reverra pas, donc on s'est levé exprès pour te dire au revoir. Ensemble, ils préparent l'événement familial de l'année, le mariage de Marie-Gabrielle, la belle-sœur de Xavier. Derrière, je vois arriver Marie-Gabrielle, pareil, qui descend les marches de l'escalier. Je la vois avec un grand pull vert qui descendait jusqu'aux genoux. Et puis je pars au bureau. 1 heure plus tard, à plusieurs kilomètres de là, Gilbert Degrave est au volant de son camion frigorifique. Il transporte de la farine, de la margarine, un chargement a priori sans risque, qu'il doit livrer dans l'après-midi à Parme, en Italie. Ça fait un contrôle de conduite. J'étais très bien, que j'étais pas en surcharge et que mes heures de conduite étaient impeccables. Donc, il n'y avait pas de souci à se faire. Parti le matin de Bourg-en-Bresse, le chauffeur belge roule depuis 2 heures sur l'autoroute blanche. Il s'apprête à franchir les Alpes par le tunnel du Mont Blanc. Et je suis parti de là pour monter l'ascension au Mont Blanc, et voilà. J'ai roulé normalement. Un autre routier, parti de Turin, se rend en France. Il roule depuis 1 heure. C'est Emmanuel Gaillard. Comme d'habitude, pour ce trajet, il emprunte le tunnel du Mont Blanc. Un itinéraire qui est une évidence pour lui. Je passais, on va dire, 6 fois par semaine. Je faisais du régulier, en fait. Donc, oui, je le connaissais par cœur. Ouais. C'est un gain de temps, le tunnel, oui, c'est clair, c'est plus rapide. C'était 3-4 heures, certainement, la différence. Un gain de temps considérable, mais aussi un danger. Cette longue galerie est un tube unique à double sens de circulation.
La chaussée ne mesure seulement que 7 mètres de large. Un tunnel étroit donc, dans lequel les conducteurs de poids lourds doivent redoubler de prudence. Quand on croisait quelqu'un, il fallait être vigilant. Il fallait bien garder sa droite. Ce tunnel était dangereux, on le savait. Hein. On rentrait dans le tunnel avec un pincement au cœur. Et quand on sortait, c'était un ouf. Une appréhension. Pourtant, Gilbert de Grave l'a franchi des centaines de fois. À 10h46, il pénètre dans le tunnel, direction l'Italie. Derrière lui, d'autres véhicules, parmi eux, celui de la belle famille de Xavier Chantelot. Leur voiture emprunte pour la première fois le tunnel pour se rendre à Cannes, lieu du futur mariage de Luc et Marie-Gabrielle. Je me souviens de leur avoir posé la question, vous partez vers quelle heure? Et qu'ils me disent, on partira vers 9h30. Pour Gilbert de Grave, ce trajet dans le tunnel se déroule sans aucun problème, quand tout à coup, des poids lourds en sens inverse l'interpellent. Cela fait à peine 4 minutes que Gilbert de Grave est entré dans le tunnel. Ce jour-là, il y a eu un appel de phare. Pourquoi est-ce qu'il me fait un appel de phare, celui-là? Il y en a un deuxième qui fait un appel de phare. Là, de nouveau, je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé dans mon rétroviseur, gauche et droite. Et c'est en regardant que j'ai vu de la fumée s'échapper. Une fumée que les 40 caméras placées dans le tunnel ne détectent pas. À cet instant, personne dans le PC de sécurité ne décèle la fumée qui s'échappe du camion belge, comme le montrent les images des caméras de surveillance de l'époque. Je décide de m'arrêter, tout doucement, toujours avec mes 4 clignotants, prévenir les personnes que j'ai un problème. Je me suis arrêté sur la chaussée. J'ai descendu de mon tracteur pour regarder d'où cette fumée venait. 2 minutes plus tard, cette fumée devient si dense qu'elle déclenche enfin les détecteurs de visibilité. L'alarme retentit alors dans le bureau du régulateur français. Mais au péage, personne n'est informé. Les véhicules continuent à s'engager dans le tunnel. Je suis descendu de mon tracteur pour savoir où cette fumée provenait. Je croyais que c'était le moteur de mon frigo, ce n'était pas le cas. J'ai vu à ce moment-là que c'était en dessous de ma cabine, du côté droit du passager. J'ai voulu déboucler pour prendre un extincteur, et c'est à ce moment-là que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, qu'il y a eu cette explosion. C'était une boule de feu. C'était une boule de feu. Un arrêt, une explosion, le début du chaos à 6 km 700 de l'entrée française du tunnel. Je croise un camion, et ce camion, il me parle à la civile. Bon, moi j'avais un camion bleu, marqué Jeffco, et il me dit « Jeffco, arrête-toi, il y a un camion qui brûle ». Donc on s'arrête, d'autres camions derrière s'arrêtent. Moi je descends de mon camion. C'est Emmanuel Gaillard que l'on distingue sur ces images de vidéosurveillance, perdu dans un tunnel sans aucune issue de secours. Et c'est là qu'on voit un véhicule de la compagnie du tunnel qui nous installe dans les aires pressurisées. En regardant à l'arrière, je ne voyais pas le bout de ma remorque, tellement qu'il y avait de la fumée. Je me rappelle très bien que je me prenais déjà à la gorge. Et je regardais à droite pour partir du côté français, c'était pas possible. On ne voyait plus rien. À 10h55, soit 3 minutes après le déclenchement de l'alarme, le régulateur français décide de fermer les barrières. Mais combien de voitures ont pu pénétrer pendant ces 3 longues minutes? Une seule certitude, le piège se referme bel et bien sur des véhicules coincés derrière le camion de Gilbert de Grave. Ça fume, c'est rougeâtre. On entend du bruit, des éclatements, des coups de klaxon. On a entendu des cris au loin, des gens qui hurlaient. D'un seul coup, tout s'est éteint. Là, c'est à ce moment-là qu'on a voulu prendre un téléphone. Il y avait des téléphones à l'intérieur. On a décroché. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de tonalité, quoi. Donc on ne pouvait prévenir personne. Des bruits, des cris, voilà ce qu'entendent les derniers témoins directs du drame. Emmanuel Gaillard, Gilbert de Grave et d'autres routiers sont à présent évacués par un employé du tunnel. Ils rejoignent la partie italienne, abandonnant leur véhicule. De l'autre côté, sur la plateforme française, Frédéric Gaucher, l'unique pompier du tunnel en service,
ne peut qu'improviser une équipe. 2 agents de péage et un agent d'entretien partent alors avec lui. Objectif, maîtriser l'incendie. On voyait déjà la fumée au loin. Donc j'ai dit à mon personnel derrière de s'équiper d'appareils respiratoires isolants, puis on a repris notre progression tout doucement à l'intérieur du tunnel. Une lente progression rendue difficile par une fumée qui se déplace de l'Italie vers la France à plus de 4 mètres par seconde. À l'intérieur, ils ne croisent personne, et pourtant, à seulement quelques mètres, des gens tentent de réagir. Parmi ces personnes, les parents de Fabio Viscogliosi, entraient les derniers dans le tunnel. Ils font partie des rares personnes qui ont eu la possibilité ou le réflexe d'essayer de s'enfuir, puisque la plupart, malheureusement, sont décédés à l'intérieur de leur véhicule. Mais eux ont parcouru plusieurs centaines de mètres par exemple. Et moi, dans mon interrogation, c'est comment on peut parcourir plusieurs centaines de mètres dans un tunnel en flammes ou envahi par la fumée. Jamais ils n'atteindront l'équipe de Frédéric Gaucher. Le pompier, lui, continue sa progression. Un peu plus loin, on est rentré dans la fumée, on ne voyait plus rien. Moi, j'avais l'impression que je roulais à peu près droit à l'intérieur du tunnel, mais j'ai commencé à monter sur un trottoir, à taper même le parement du tunnel. On a décidé d'arrêter notre progression, d'abandonner le véhicule, d'aller vers un abri. Bloqué dans l'abri 17, à 900 mètres de l'incendie, Frédéric et ses hommes doivent maintenant penser à sauver leur vie et attendre qu'on vienne les chercher. Tout près d'eux, le feu gagne de plus en plus de terrain. L'ambiance du tunnel était très très chaude, donc on sentait même sur les vitres la chaleur à l'extérieur du tunnel. Pendant l'incendie, il y a plusieurs véhicules qui ont été incendiés, et notamment des pneus qui ont éclaté. Des pneus de poids lourds qui éclatent dans un tunnel, ça fait une déflagration qui se propage assez loin. Des pneus qui seront d'ailleurs à l'origine d'un autre incendie déclenché 9 ans plus tôt. Jeudi 11 janvier 1990, 2 pompiers privés du tunnel sont appelés pour maîtriser un banal incendie. Bernard Foras est l'un de ces hommes. Le régulateur nous a dit dépêchez-vous, il y a de la fumée dans le tunnel. Comme il y avait beaucoup de fumée, il n'a pas vu que c'était un camion qui brûlait et il nous a dit allez vite, je pense que c'est un pneu qui doit brûler. On ne voyait absolument, mais plus rien. C'était le noir total. Et c'est la chaleur qui m'a arrêté. Je me suis trouvé à 2 mètres du camion qui brûlait. Et là, on a commencé à faire l'intervention qu'on a pu. Parti pour éteindre un simple feu, Bernard Foras se retrouve dans une situation très périlleuse. Il lui faut plusieurs heures pour éteindre ce camion en flammes. À la suite de cet incendie, 2 rapports sont rédigés. Du côté français, celui de Gérard Roncoli, le directeur de la sécurité du tunnel. Il relève les maladresses de ses propres pompiers, dues à leur manque d'expérience en minimisant leur intoxication. Je suis resté 3 jours à l'hôpital de Saint-Mony sous oxygène. C'est là que j'ai retrouvé mon copain Marcel Lucchini. On a été sérieusement intoxiqués, mais ce qui s'appelle sérieusement intoxiqués. On est sortis dans un état tous les deux, mais ce qui s'appelle noir de chez noir. Et on avait notre médecin, qui était le docteur Lafitte, et qui nous disait allez en montagne, oxygénez-vous au maximum, c'est tout ce que je peux vous conseiller de faire pour le moment. Et ça a duré, je vous dis, pendant 8 semaines, enfin pendant 2 mois. Les jours suivants, la direction du tunnel n'a alors plus qu'un seul objectif, dissimuler la nouvelle de cet incendie. Personne n'a été averti, à Chamonix pratiquement personne n'y a su, et le personnel, on était tenu de garder ça pour nous. Ces 2 pompiers n'auront jamais accès à leurs prélèvements sanguins attestant de leur intoxication. Leurs échantillons ayant été, paraît-il, égarés par le laboratoire. Une situation qui ressemble étrangement à l'incendie qui fait rage ce mercredi 24 mars 1999. « 11h11, 20 minutes après le début du drame, c'est au tour des pompiers italiens d'entrer en action. Parmi eux, leur chef, Dionigi Glare, qui tente de s'approcher au plus près du camion en feu de Gilbert de Grave. On est arrivé au refuge 22. Le camion du côté italien, il était très chaud.
Si les camions sont déjà chauds comme ça, il faut faire attention que peut-être l'incendie peut arriver même de ce côté. On est rentré jusqu'au refuge 24, peut-être c'est dans ce moment-là que les camions ils ont pris feu. Et dans le tunnel, il y avait une fumée qui passait très vite et très noire. Et la situation elle était très difficile, elle était beaucoup pire. Mais le danger est trop menaçant. Johnny Giglaret décide de faire demi-tour. Au même moment, les pompiers de Chamonix sont eux aussi en alerte maximale. 2 équipes se suivent dans le tunnel pour tenter l'impossible, dépasser la fumée et approcher le foyer. Parmi eux, Guy Salvetti et Jean Kaplan, présents dans le second camion. On s'engage. Et une fois passé le virage, fumée, mais un mur. On voit rien, les feux ils servent à rien. C'est noir, c'est épais, c'est gras. On continue, et là on trouve le fourgon. Seulement voilà, dans la première équipe de pompiers de Chamonix, le chef, Georges Tosello, dit Jojo, et l'un de ses hommes, viennent de perdre connaissance. Pour Guy Salvetti et Jean Kaplan, l'objectif n'est plus d'éteindre le feu, mais bien de sauver leurs collègues. Mais à court de matériel respiratoire, ils se retrouvent finalement tous coincés à plusieurs kilomètres de la sortie, loin de l'incendie. À 13h15, le feu n'est toujours pas maîtrisé et il a pris au piège 17 membres des secours et certainement plusieurs dizaines d'usagers. Gilbert Degrave et Emmanuel Gaillard sont sur la plateforme italienne et assistent à un terrible spectacle. Un spectacle dont ils sont les acteurs. Il y avait une fumée qui commençait à sortir du tunnel côté italien. Il y a les pompiers inactifs, parce que les pompiers ne peuvent pas accéder, ils ne peuvent rien faire. À fur et à mesure, quand on apprenait les nouvelles un petit peu, on s'imaginait bien que c'était pas beau à voir. De leur côté, les médias commencent d'ailleurs à s'intéresser à l'incendie, mais de manière plutôt brève, le grand titre du jour étant le début des frappes de l'OTAN sur la Serbie. Plusieurs heures après le début de l'incendie, d'épaisses fumées se dégagent encore des bouches d'aération du tunnel du Mont Blanc. À l'intérieur, le poids lourd transportant de la farine et de la margarine se consume toujours. Journal télévisé, et là, il y a un incendie au tunnel. Bon, pas d'affolement particulier, puisque ça s'est déclenché vers 11h, et moi, dans ma tête, ils sont partis à 9h30. Et là, Marie-Ange me dit, mais non, ils sont partis avec 1 heure de retard, ils sont partis vers 10h30. 13h35. En ce début d'après-midi, le bilan officiel reste évasif. Aucune victime n'est à déplorer, mais la préfecture de Haute-Savoie décide quand même de déclencher le plan rouge. C'est dans ces circonstances qu'arrive Jean-Guy Laurent, le chef des pompiers de Haute-Savoie. Je suis arrivé par hélicoptère, je savais, en prenant le commandement, que j'avais 17 collègues, publics ou privés français, qui étaient bloqués dans le tunnel. Pour le colonel, la première chose à faire est de connaître le nombre exact de véhicules présents dans le tunnel. Il demande donc les enregistrements des caméras de surveillance. Je dis, mais est-ce que je peux voir les minutes précédant le sinistre ? On m'a dit que le système n'avait pas fonctionné. Donc, a priori, c'est une languette qui aurait été cassée et qui ne permettait pas. Ça m'a mis quand même un vieux doute dans la tête, quoi, parce que c'était pour moi précieux, à ce moment-là, de savoir qu'est-ce qui brûlait et qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il y avait des véhicules et autres. Aucune information pour le chef des pompiers de Haute-Savoie. À 16h05, le sous-préfet du département donne sa première interview, une interview très rassurante. Cette opération s'est passée tout à fait normalement, donc on n'a pas d'usagers qui soient coincés sous le tunnel. À cette heure-là donc, 5 heures après le début de l'incendie, le sous-préfet est convaincu qu'aucun usager n'est présent dans le tunnel. Derrière la caméra, Éric Vauquelin. Il est l'un des premiers à filmer sur place et à capter l'atmosphère qui règne sur cette plateforme. La priorité que nous avons, c'est d'évacuer les sapeurs-pompiers qui sont là. On donne priorité à la défense de la vie humaine et on n'a pas encore pu attaquer l'incendie lui-même. Après coup, je ne comprends pas pourquoi ce monsieur avait l'air aussi, je dirais pas désinvolte, mais aussi confiant dans le fait qu'il n'y ait pas de victimes d'usagers. Si pour les autorités, aucun usager n'est prisonnier du tunnel, il reste néanmoins à sauver les équipes de secours. Pour Jean Kaplan et Guy Salvetti, l'espoir renaît avec l'arrivée d'une équipe de Chambéry.
Là, on est soulagé. Quand on les voit arriver, on dit bon, ok, ça c'est fait. Et... C'est bon. Tu nous prends Claude, tu nous prends Jojo en charge. Ils les ont rapatriés sur un refuge où le médecin a pu commencer à techniquer. On leur fait 200% confiance, quoi. On se dit c'est sûr, ils vont nous les ramener et tout le monde ce soir aura le sourire. Ce que j'ai appris après, c'est que Claude est revenu tout de suite. Avec la 2-3 premières bouffées d'oxygène, il est revenu à lui. Hélas, pour Georges Tosello, les massages cardiaques restent inefficaces. L'incendie du tunnel vient de faire sa première victime officielle. Que Jojo soit mort dans ce tunnel, c'est terrible. Au milieu de nous, en fait. Au milieu de gens qui sont formés pour sauver des gens. Vous comprenez la situation? Et les pompiers sont faits pour sauver des personnes. Et un des nôtres meurt au milieu de nous. Il y a tout qui s'effondre. Après avoir passé plus de 6 heures coincés dans leur abri de fortune, Frédéric Gaucher et son équipe sont à leur tour secourus. Difficile retour à la réalité. Au bout de 6 heures, quand on débarque et qu'on arrive dans ce flot de personnes et de questions, ça a été assez difficile à vivre en fait. Voilà. Je pourrais jamais oublier ce qui s'est passé à l'intérieur du tunnel. Le sauvetage de ces pompiers est terminé officiellement. Il n'y a plus personne dans le tunnel. Mais Xavier Chantelot s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa famille, parti dans la matinée. Dans l'après-midi, moi je retourne au bureau, puis je rappelle à partir de 14h, 14h30, 15h, 15h30, enfin, puis après toutes les 10 minutes, puis toutes les 5 minutes. Et là, quand même, ça commence à être inquiétant. Alors, on imagine tout. Ils sont peut-être arrêtés pour manger sur la route en Italie. Ils ont pris plus de temps. En début de soirée, retournement de situation. Gérard Roncoli, le directeur de la sécurité de la Société française du tunnel, avance pour la première fois un chiffre. Il y aurait bien des véhicules à l'intérieur. Nous avons environ une zone de 600 à 700 mètres où il y a une zone d'ombre, où on n'a pas pu pénétrer pour aller faire des reconnaissances. Il se peut, d'après les entrées que l'on a pu constater au péage et le dépouillement informatique, il se pourrait qu'on ait 1, 2, voire 3 véhicules. Mais c'est vraiment une incertitude. On ne pense pas quand même que derrière le camion, il y avait des véhicules. Je ne comprends pas pourquoi on parle de cette zone d'ombre. Il y a un roulement, on sait qu'en tant de minutes, qu'on a mis les feux rouges à telle heure, qu'il y a tant de véhicules qui sont rentrés. Enfin, on peut faire une approximation. De véhicules, ça me paraît complètement inconcevable. Une présence importante de véhicules qui pourrait expliquer pourquoi le tunnel brûle toujours. 8 heures après l'explosion du camion de Gilbert de Grave, les pompiers mènent l'enquête. On s'interrogeait quand même avec les heures qui passaient, un seul camion, pourquoi au bout de plusieurs heures ça brûle toujours? On se disait il y a autre chose à derrière. En connaissant le débit de production de fumée d'une voiture, vide ou chargée, pareil pour les camions, j'en arrive à la conclusion qu'il y a au moins 4 camions et 4 voitures qui ont brûlé depuis le matin. Le discernement de Pierre Gariou a permis de comprendre que ce sont des véhicules incendiés qui continuent d'embraser tout le tunnel. Parmi eux, la voiture des parents de Fabio Viscogliosi. Ce sont les premières victimes découvertes par les pompiers, victimes qui ont péri à seulement quelques mètres de la première équipe de secours. Le téléphone a sonné tard dans la soirée, autour des 11h. C'était une de mes tantes qui m'appelait, qui venait recevoir la visite de la police. Et évidemment, tout ça s'est fait en accéléré. Elle me dit très très vite. Ta mère et ton père sont décédés. Donc, c'est cette double annonce aussi qui a été doublement choquante, puisque notre sentiment, les deux disparaissaient simultanément, quoi. Presque au même instant, devant les caméras de France 3, le préfet de Haute-Savoie donne un premier bilan officiel. Un premier bilan dont on peut parler, c'est qu'il y a 4 victimes. Parmi ces victimes, il y a un adjudant-chef des pompiers. Il y a vraisemblablement un employé de la société concessionnaire italienne. Les 2 autres victimes ne sont pas identifiées et l'on pense que ce sont des usagers. Des usagers, mais contrairement à la déclaration du préfet, ceux-ci sont clairement identifiés, et ce, dès la fin d'après-midi.
Ce double discours est vraiment insupportable en fait, parce qu'on a le sentiment, c'est pas du tout pour développer une sorte d'idée de complot qui viendrait vous masquer la réalité, mais quand même, il y a quelque chose qui vient contredire ce que vous êtes en train de vivre. Et on a un sentiment d'injustice profond, parce qu'on se dit finalement, le monde entier ne sait pas ce que nous on sait, qui est en train de se passer. Et on se dit, mais pourquoi on cache les choses comme ça enfin... Après la visite du ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, la journée du 25 mars, le lendemain donc du début du drame, démarre sans apporter la moindre réponse sur le nombre exact de véhicules présents dans le tunnel. Le doute et la confusion règnent, comme si personne n'osait affronter l'horrible vérité et ce qui s'y cache derrière. Les pompiers français et italiens tentent toujours d'établir la jonction dans le tunnel, atteindre le foyer de l'incendie. Si les Italiens ont progressé, les Français sont eux bloqués. Une zone de 600 mètres reste inaccessible, la température est trop élevée, la visibilité nulle. Au lever du jour, tous les médias nationaux sont arrivés et découvrent la fumée qui s'échappe encore du tunnel. Les pompiers ne peuvent toujours pas accéder au cœur de l'incendie. Leur attente, longue et forcée, entre en résonance avec l'angoisse des familles des victimes, comme Xavier Chantelot, toujours sans nouvelles des 3 membres de sa belle famille depuis plus de 12 heures. On téléphone à la mairie de la ville où il devait arriver. Il dit j'envoie le garde municipal qui va vérifier la maison. Il dit tous les volets sont fermés, donc c'est qu'ils ne sont pas arrivés. Bon voilà, et puis l'inquiétude monte. Je ne vais pas dire que j'ai la certitude, quoi. Sur la plateforme, le commandant Gariou continue ses recherches pour comprendre ce qui brûle à l'intérieur. En discutant avec le pharmacien des pompiers de Genève, on décide d'aller faire des mesures dans la fumée. Bon, on s'aperçoit qu'en monoxyde de carbone et en dioxyde de carbone, on est collé au plafond, ce qui n'a rien de surprenant sur un feu, donc ça on l'aurait trouvé sans les tubes. Par contre, en hydrocarbures, tous les tubes d'hydrocarbures ont viré au premier coup de pompe. Ça veut dire qu'il y a une quantité de vapeur d'hydrocarbures qui est énorme. Je commence à soupçonner l'asphalte, mais à ce moment-là, j'en parle pas parce que j'ai peur de dire une ânerie. Personne ne pouvait imaginer qu'un jour un incendie soit suffisamment puissant pour enflammer du goudron. Pour en avoir le cœur net, Pierre Gariou appelle un expert, spécialiste des tunnels. J'appelle le centre d'études techniques de l'équipement qui me dit « Mon commandant, ça n'est pas disponible. Pour la simple raison, c'est que ça n'a jamais été mesuré parce que c'était impensable. » Et après, on n'en sait pas plus parce que le phénomène, on le découvre en fait. On n'a jamais vu ça. Le commandant Gariou arrive à cette conclusion. L'asphalte qui brûle ne peut être que le résultat de la combustion de dizaines de véhicules. Le jeudi 25 mars, le lendemain du départ de l'incendie, c'est un peu la continuité du 24 mars. À la différence près, c'est qu'on parle d'envoyer les pompiers français en renfort côté italien. Après de nombreuses incursions, les pompiers ne peuvent plus rien faire. Leur combat semble définitivement perdu. La dernière mission qu'il leur reste, épauler leurs camarades italiens qui luttent de leur côté depuis 26 heures. Le soir venu, l'équipe des pompiers quitte la plateforme par la route. Il est 20 heures. L'incendie fait enfin la une de l'actualité partout en France. Ce soir, Benoît Gadrec, quel est le bilan, toujours provisoire ? Eh bien écoutez Claude, le bilan s'est alourdi ce soir puisqu'il est maintenant de 7 morts et un disparu. En fin d'après-midi, 3 corps ont été retrouvés par les pompiers italiens qui pour la première fois ont pu progresser dans cette fameuse zone qui jusqu'alors était restée inaccessible. Enfin, une dernière information, une information importante puisqu'elle concerne un point juridique. Eh bien, le parquet de Bonneville a ouvert en fin d'après-midi une information judiciaire pour homicide involontaire. Les recherches permettant la manifestation de la vérité sont donc lancées. Parallèlement, les journalistes s'intéressent eux aussi aux causes du sinistre. Rémi Chardon, le président de la TMB, la Société française du tunnel, est interrogé sur le sujet. Pour la première fois, la sécurité est évoquée. Et sur le système de sécurité du tunnel, là aussi, rien à redire. Je ne crois pas qu'on puisse dire que le système de sécurité du tunnel n'a pas fonctionné. On ne m'a pas rapporté que tel ou tel élément du dispositif de sécurité n'ait pas fonctionné. Les efforts qui ont été faits depuis une dizaine d'années par les responsables des 2 sociétés italiennes et françaises ont permis d'éviter un bilan
qui aurait été encore beaucoup plus grave. On ne peut pas s'empêcher quand même de leur en vouloir sur ce comportement-là, qui est ce discours officiel très convenu et très qui aplanit comme ça. Je me souviens d'un monsieur Chardon disant finalement on a entrepris tout ce qui était entreprenable et on est passé à côté d'une catastrophe majeure. J'entends encore cette phrase. Ça, on ne peut pas s'empêcher d'être en colère, quoi. Cette volonté immédiate finalement de rassurer un peu tout le monde. Au cœur de la nuit, Pierre Gariou arrive enfin sur la plateforme italienne. Cette relève des pompiers transalpins est très bien accueillie. Les Italiens étaient vains pour faire tout le travail qu'ils ont fait, c'est-à-dire d'éteindre tous les véhicules qui venaient d'Italie, qui roulaient dans le sens Italie-France. Et bon, je retire mon chapeau d'ailleurs parce qu'ils ont fait un travail de romain, c'est le cas de le dire. Au refuge 20, parce que j'avais déjà vu tous les camions, j'avais vu le camion de l'incendie et derrière lui les voitures brûlées. Et alors, c'est-à-dire pour moi, cette catastrophe elle était déjà énorme. Une fois à l'intérieur, Pierre Gariou est le premier Français à découvrir un spectacle saisissant. Des véhicules non seulement calcinés, mais avec des tôles tordues à un niveau, sur des grosses sections en plus. On n'a jamais vu ça, quoi. Il y a eu une seule réflexion, on a dit c'est Beyrouth. En milieu d'après-midi, le feu est enfin éteint, 2 jours après l'entrée du camion de Gilbert de Grave. Les pompiers présents sur place doivent maintenant refroidir prudemment les parois. À l'intérieur, les températures sont montées à 1200 degrés. Elles ont fait fondre certains métaux et ont même fissuré le béton de la voûte du tunnel qui menace maintenant de s'écrouler. De la totalité des occupants, aucun n'a survécu. 39 personnes ont péri asphyxiées dans cet enfer. Ce sont des bijoux, des objets personnels qui permettront aux enquêteurs d'identifier avec certitude les 39 victimes de l'incendie du tunnel, le plus meurtrier de l'histoire. Ce qui est très frappant et troublant, bien sûr, c'est quand les deux disparaissent ensemble. Moi, ce qui venait aussi me troubler, c'est qu'ils étaient donc franco-italiens, parce que mes parents étaient immigrés, et qu'ils ont trouvé le moyen de mourir ensemble, quasiment main dans la main, sur la frontière franco-italienne. Donc je trouvais là une sorte presque de résonance effrayante sur le sens de leur vie et de la nôtre et de la mienne. Psychologiquement, la perte d'un être cher, c'est un peu toujours la même chose. Il y a toujours d'abord un déni, psychologiquement obligatoire, mais renforcé par l'absence de preuves. C'est impossible. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire, mais ils sont là, ils sont morts, c'est certain, dans le tunnel. Et même avec ça, il aura fallu encore, pour tout le monde, pour toutes les familles de victimes, pour la plupart, attendre plusieurs semaines pour obtenir la restitution des corps après les enquêtes ADN et compagnie sur ce qui pouvait rester, c'est-à-dire pas grand-chose pour la plupart. Un mois après le drame, le tunnel a laissé la place aux experts ingénieurs et autres gendarmes. L'enquête a démarré quand un homme et sa caméra viennent enrichir le travail de ces spécialistes. En milieu d'après-midi, je rentre pour la première fois dans le tunnel du Mont Blanc. Et là, il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. Mandaté par le juge d'instruction, Éric Vauquelin est le seul caméraman à se rendre sur les lieux de la catastrophe. On progresse dans un tunnel qui devient de plus en plus sale, noir, noirci par la suie. Puis à partir du garage 16, plus d'éclairage. Avec sa caméra, il passe plusieurs semaines à l'intérieur du tunnel à filmer l'enfer, livrant ainsi à la justice de précieuses images en vue du futur procès. Donc on se rend jusqu'au garage 21, où se trouve le PL0, qui est le PL à l'origine de l'incendie, le poids lourd de Gilbert de Grave. Heureusement qu'il y avait des gens qui m'accompagnaient, parce que j'avais l'impression d'être arrivé sur une autre planète. C'était irréel, c'était un décor de cinéma.
la mission qui m'a été confiée, je dis c'est la chose la plus dure qui me soit tombée sur le coin de la figure. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai filmé, je l'oublierai jamais. Le 30 juin 1999, après plusieurs mois d'enquête à l'intérieur du tunnel, les experts délivrent leurs conclusions. La première, l'origine de l'explosion du camion belge, est inconnue. Mégots de cigarettes, surchauffe d'un réservoir, personne n'est capable d'affirmer la vérité. Une chose est sûre, les 25 véhicules qui suivaient le camion de Gilbert Degrave se sont tous embrasés très vite, les uns après les autres, le tunnel agissant autour d'eux comme un véritable four. Deuxième conclusion, ce tunnel était mal géré, mal entretenu. Et pourtant, dès sa construction, 34 ans plus tôt, l'édifice se voulait être un modèle de modernité et de sécurité. L'ouverture du tunnel sous le Mont Blanc marque aujourd'hui l'avènement d'un nouvel âge, l'âge de la route. Le vendredi 16 juillet 1965, le général de Gaulle inaugure en grande pompe avec son homologue italien le tunnel le plus long du monde, un tunnel dans lequel tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des usagers. Détecteurs de distance, limitation de vitesse, interdiction de dépasser, téléphone de secours, la France et l'Italie sont entrés dans une nouvelle ère, une ère de technologie et surtout d'échange. C'est un fait technique exceptionnel que nous consacrons aujourd'hui. Nul doute qu'entre nos deux pays, les échanges de marchandises ne doivent en être accrus. En prononçant ce discours, le général de Gaulle ne savait pas combien l'histoire allait s'accélérer. Car il n'a suffi que de quelques années pour que le trafic sous le tunnel augmente fortement. Non seulement les voitures de tourisme, le plébiscite, mais aussi les camions, le nouveau moyen de transport en plein essor dans l'Europe des années 60. C'est justement cette explosion du trafic qui sera également pointée du doigt par le rapport d'enquête comme l'une des raisons de la catastrophe. En 1999, les camions représentent 40% du trafic du tunnel. Et à l'intérieur, les règles de circulation ont bien changé depuis 1965. Normalement, à l'intérieur du tunnel, chaque véhicule devait se tenir à 100 mètres les uns des autres. Alors quand on s'approchait trop près du véhicule qui était devant, il y avait des panneaux qui clignotaient. Et puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quand la circulation s'est mise à augmenter, tous ces panneaux ils ont disparu. Alors les camions, mais ils étaient à 2 mètres l'un de l'autre. Avant le drame du 24 mars, le tunnel ne compte que 6 pompiers privés pour tout l'ouvrage. Alors que le trafic augmente, leurs effectifs n'évoluent pas. Pas d'amélioration de leurs conditions de travail, un travail pourtant considéré comme de plus en plus dangereux. On leur a dit un jour, il y arrivera un gros pépin, c'est obligé, ça ne peut pas être éternel. C'est pas possible, rien n'est éternel. On avait beaucoup de mal à se faire entendre et pour l'achat de matériel, y compris de la protection individuelle. On avait des gants de jardinier. Il faut avoir des gants de protection qui sont adaptés à notre mission. Et ça, on a eu beaucoup de mal à les obtenir, quoi. On les a même jamais obtenus avant l'incendie du 24 mars. Pourtant, les moyens ne manquent pas. Depuis sa création, ce tunnel est une manne financière avec des bénéfices toujours plus élevés. L'année qui précède le drame, la recette des péages s'élève à 800 millions de francs, soit près de 120 millions d'euros. Mais l'enquête souligne un autre problème de taille. Depuis sa création, les 2 sociétés responsables de la gestion du tunnel fonctionnent comme 2 entreprises séparées, qui s'ignorent. Une chose qui était prévue dans le traité entre l'Italie et la France de 1965, c'était la création d'une société commune d'exploitation du tunnel franco-italienne. Et puis finalement, cette société n'a jamais été créée avant l'incendie. Et donc on a eu 2 sociétés qui ont géré le tunnel de façon non pas indépendante, mais enfin avec une collaboration certainement insuffisante. J'ai pu constater que
les équipements étaient très très différents. Côté français, alors je ne fantasme pas, parce que ces images, je les ai montrées pendant le procès. Et c'était le délire absolu, quoi. Les portes des refuges côté français sont montées à l'envers. Et sur les équipements à l'intérieur des refuges côté français, c'est qu'on a une espèce de planche de bois de 60 par 60 sur laquelle se trouve un téléphone. Il n'y a pas d'indication, c'est un téléphone qu'on décroche. Par contre, il y a une belle pub. ETS, votre partenaire téléphonique. Et ça, j'oublierai jamais. Publicité dans des endroits où personne n'est censé venir. Différence d'équipement entre les deux parties du tunnel. Quand à l'époque, les employés relaient ces contradictions à leurs supérieurs, leurs réponses sont sans ambiguïté. On nous a répondu, il y a 25 ans que le tunnel tourne, il n'y a jamais rien eu, ça peut bien tourner encore 25 ans avant qu'il y ait quelque chose. Voilà la réponse qu'on nous a fait. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire ? Des excès de confiance malgré les nombreuses lacunes en matière d'organisation des secours pointées dans divers rapports. Dans celui de 72, le colonel Leverger conclut qu'en cas d'incendie, les pompiers peuvent être freinés par une fumée dense, engendrant un retard aux proportions catastrophiques. Des rapports précurseurs pour certains, complètement ignorés ou suivis à minima par les différents responsables qui se succèdent à la tête du tunnel. Responsables du tunnel, préfet, l'organisation des secours relevant de multiples hiérarchies, chacune se renvoie la balle. En 34 ans, seuls 2 exercices communs sont organisés entre les pompiers de Chamonix et ceux du tunnel. Jusqu'à la catastrophe du tunnel, je n'ai jamais entendu parler d'exercice et j'ai même toujours entendu dire un jour il y aura un problème. Tous les pompiers disaient jour où il y a un accident, où il y a un feu là-dedans, et ça va être une catastrophe. Ces exercices de secours régulièrement demandés par les pompiers de Haute-Savoie se heurtent à un refus. Pour les réaliser, il faut fermer le tunnel. Le tunnel était rarement fermé, y compris pour des travaux. On fermait jamais le tunnel pour des travaux de maintenance à l'intérieur du tunnel. Et cette fermeture avait un impact pas uniquement sur les 2 communes, italiennes et françaises, pas uniquement sur les 2 départements français, mais un impact sur la circulation au niveau des 2 pays. Il y a des véhicules internationaux qui viennent de loin, qui franchissent le Mont Blanc, donc il fallait les prévenir. Cette fermeture provisoire aurait entraîné une logistique très lourde, mais par-dessus tout des pertes énormes. La sécurité a donc un prix dans ce tunnel, celui de la fermeture. Mais ces raisons conjoncturelles n'expliquent pas tout. Ce rapport d'enquête va aussi s'intéresser à ce qui s'est passé dans les premières minutes de l'incendie. Ces fameuses 3 longues minutes pendant lesquelles l'alarme n'a pas été déclenchée par le régulateur du tunnel, Daniel Claret-Tournier. D'un seul coup, sur ces écrans, c'était opaque. Et en même temps, on a des alarmes sonores qui nous signalent une montée d'opacité. Et quand j'ai vu cette fumée, en même temps, j'ai vu cette alarme. Donc, de toute façon, moi, j'avais déjà vu la fumée. Je savais qu'il y avait soit un turbo qui avait puis lâché, ou un camion qui brûlait. Alors que 2 appareils de mesure de l'opacité de l'air sont déjà saturés et donnent un signal d'alarme. Alors que Daniel Claret-Tournier est installé devant 9 écrans vidéo, balayant toute la longueur du tunnel, comment se fait-il qu'il ait attendu 3 longues minutes avant de réagir? On dit, c'est pas possible qu'il voit pas. Qu'il voit pas 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Mais pas 5 minutes. Il faisait autre chose, il était au téléphone, ou simplement. Nous, on disait, mais simplement, mais il est allé pisser, puis c'est tout. Le tunnel du Mont Blanc semblait fonctionner en roue libre depuis longtemps. Cette catastrophe semblait écrite. C'est ce que, 6 ans après l'incendie, le procès de Bonneville va démontrer. C'est un procès très attendu. Il s'est ouvert aujourd'hui à Bonneville, en Haute-Savoie, celui de l'incendie du tunnel du Mont Blanc. Il avait fait 39 morts en mars 1999. Il va s'agir de déterminer les responsabilités dans cette catastrophe. 12 personnes et 4 entreprises comparaissent pour homicide involontaire. Il y avait beaucoup de monde cet après-midi pour la première audience. On attendait parce que moi j'avais besoin aussi de voir les visages de ces gens. C'est-à-dire qu'ils n'étaient au départ que des noms qui ont surgi au cours des investigations ou des comptes rendus qui étaient faits de l'événement.
J'avais besoin de voir ces visages, j'avais besoin d'entendre les voix, j'avais besoin de les entendre donner leur version des faits. Moi, je dirais que j'ai la vraie révélation de ce qui s'est passé de A à Z au procès. Les différents protagonistes du drame sont présents, comme Gilbert de Grave. Il n'a rien à se reprocher. Mais il souffre pour les victimes et pour tout ce qui s'est passé. Puis vient le tour des dirigeants. Rémi Chardon en tête, le président du tunnel au moment du drame. J'aborde ce procès en étant déterminé à apporter, pour ce qui me concerne, toute ma contribution, toute ma part à cette recherche de vérité à laquelle l'audience va se livrer et que les familles attendent. Le 27 juillet 2005, après 4 mois de procès, le verdict tombe. Rémi Chardon est condamné à 2 ans de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. Pour Daniel Claret-Tournier, le régulateur français, 16 mois de prison avec sursis, 4 mois de plus que son homologue italien. Gérard Roncoli, le directeur technique et responsable de la sécurité du tunnel, est condamné à la plus lourde peine, 30 mois de prison, dont 6 mois fermes. Gérard Roncoli paie pour toutes ces années de laisser-aller passées à la tête de la sécurité du tunnel, qu'il considérait comme son tunnel. N'importe lequel des familles de victimes aurait pu un jour être à la place de Roncoli. Je veux dire, c'est pas un délinquant, au sens qu'on l'entend habituellement. Mais toujours est-il qu'il s'est posé toujours en donneur de leçons, étant persuadé que la sécurité du tunnel, entre guillemets, c'était lui, et qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Je pense qu'il n'a pas compris. Je pense que pour lui, la sécurité, c'était un feu rouge, c'était un feu vert, c'était aller mettre un coup de Karcher sur les plaques de Glazal pour que ce soit propre. Mais dessous, c'était pourri. Gilbert de Grave, le chauffeur belge, se voit imposer 4 mois de prison avec sursis pour s'être arrêté sur la chaussée et non dans une zone de dégagement. Au terme de ce procès, 3 personnes morales et 10 personnes physiques seront condamnées. Pourtant, pour Xavier Chantelot, si les responsabilités pénales ont été reconnues lors de ce procès, certaines responsabilités morales méritaient d'être montrées du doigt. Ce sont les derniers qui ont trinqué. Or, tout a été démontré, me semble-t-il, dans ce dossier, que certes, les fautes ont été commises par la conjonction d'événements le 24 mars 1999 à partir de 10h56, mais que ces fautes ont été la résultante de 30 ans d'inertie. En premier lieu, Édouard Balladur, président de la Société du tunnel du Mont-Blanc pendant 13 ans. Il a été entendu comme simple témoin lors du procès. L'infraction pénale, pour moi, pour M. Balladur, n'existait pas. 13 ans de direction, c'est une très longue période par rapport aux autres présidences, d'ailleurs. Donc, pour moi, sans que ce soit une culpabilité pénale, une culpabilité morale, très certainement. Aux yeux des familles, les autres grands absents du verdict, l'État et ses préfets. Pour un ouvrage de cette ampleur qui ne subit pas d'exercice pendant des décennies, le système préfectoral aurait dû être mis en cause et condamné, parce que si ces exercices avaient eu lieu, M. Roncoli et l'ensemble du tunnel ne seraient pas tombés dans les certitudes de la routine qu'ils avaient. Au final, le tunnel du Mont-Blanc restera fermé pendant 3 ans. 3 années durant lesquelles le tunnel se métamorphose. Des travaux colossaux sont engagés pour un budget de 400 millions d'euros. 150 salariés supplémentaires sont embauchés. Une seule et unique société franco-italienne exploite désormais le tunnel. Le 8 mars 2002, c'est un nouveau tunnel qui ouvre ses barrières entre la France et l'Italie. L'un des principaux changements, la création d'une caserne de pompiers au cœur même du tunnel, innovation directement liée au drame du 24 mars 1999. Dès lors qu'un petit dégagement de fumée est détecté, il y a tout de suite une alerte. Immédiatement, les services des pompiers professionnels qui sont à l'intérieur du tunnel sont mis en alerte et arrivent dans les meilleurs délais sur le lieu éventuel de l'incendie. La garantie de sécurité est assurée par la rapidité d'intervention, rapidité que l'on assure par le fait qu'il y a 3 équipes de pompiers professionnels qui sont en permanence, 24 heures sur 24, dans le tunnel. 11 pompiers en 2002, un seul le jour du drame. Autre innovation, un camion à double tête. Un camion qui permet aux pompiers du tunnel d'intervenir dans n'importe quelle condition.
Le niveau de sécurité s'est très largement amélioré, mais il faut rester vigilant parce qu'une catastrophe n'est pas totalement invraisemblable et il faut maintenir tous les équipements, maintenir toutes les compétences 365 jours par an, 24 heures sur 24 et c'est un véritable enjeu pour le GIE qui gère actuellement le tunnel. Un enjeu qui a dépassé les frontières de la Haute-Savoie et provoqué une réelle volonté d'agir de toute la classe politique. Avant l'incendie, seuls 2 circulaires encadraient la sécurité de ces ouvrages d'art. Didier Lacroix participe à la rédaction d'une nouvelle législation. On a sorti un nouveau texte, une circulaire en août 2000 avec des conditions beaucoup plus précises et sévères pour la sécurité dans les tunnels. Ce n'est pas uniquement le tunnel du Mont Blanc qui va devoir se moderniser, ce sont tous les tunnels de France et d'Europe. À ce jour, tous les tunnels de l'État ont été évalués. Et d'autre part, il y a des travaux considérables qui ont été réalisés puisqu'on a dépensé plus de 2 milliards d'euros dans la sécurité des tunnels, ce qui représente à peu près les 3/4 de ce qu'il faudra avoir dépensé au total pour avoir complètement mis en sécurité les tunnels conformément aux textes en vigueur. Parmi ces investissements, l'un des plus gros chantiers concerne celui des tunnels d'Île-de-France, dont le fameux souterrain de la Défense, en plein cœur du plus grand quartier d'affaires d'Europe. Laurent Baudet est l'ingénieur en chef de ces travaux. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que nous finissons de faire, c'est la protection au feu des structures. Nous devons vérifier zone par zone qu'en cas d'incendie, la structure béton tient à la chaleur suffisamment longtemps. Nous avons également en cours la rénovation de la ventilation. Les systèmes de ventilation sont totalement repris avec une nouvelle conception. Moins de ventilation sanitaire et beaucoup plus d'extraction de fumée. La nouvelle législation en vigueur tire donc clairement les leçons du drame du 24 mars 1999. Dans la pratique, il est désormais imposé aux exploitants de tunnels de prévenir immédiatement les usagers en cas de départ de feu. Nous vérifions que le temps d'évacuation des usagers en cas d'incendie est suffisamment court. On considère que le tunnel doit être totalement évacué à peu près dans le premier quart d'heure qui suit le démarrage du feu. Caméras intelligentes, sorties de secours plus nombreuses et mieux signalées. Aujourd'hui, le tunnel de la Défense paraît exemplaire. Pourtant, ici comme ailleurs, malgré toutes ces innovations, un autre problème demeure. La maintenance de ces ouvrages ne doit pas être négligée. Les syndicats sont vigilants. Le réseau routier français, qu'il soit ouvrage d'art, tunnel ou voirie, est un patrimoine qui a coûté énormément d'argent. Donc c'est un bien public de la société qui rend d'énormes services au niveau économique. Par contre, qui demande un investissement certain pour le maintien en état. À un moment donné, la question se posera aussi pour les tunnels, même si aujourd'hui, c'est un sujet sensible et que l'État et les collectivités mettent beaucoup de moyens dessus. Les travaux de réhabilitation de tous les tunnels français s'achèveront d'ici 2 ans. Une révolution dans le paysage routier est en train de s'opérer. Il aura fallu pour cela une catastrophe, présente dans les mémoires, inscrite dans notre histoire collective. Il y a 13 ans, 39 personnes traversaient sans le savoir un tunnel sans surveillance, un tunnel sans retour, le tunnel du Mont Blanc. J'ai très sérieusement envisagé toutes les possibilités, les moyens de franchir cette montagne. J'ai entrepris un jour, à la même heure, le voyage jusqu'au tunnel, dans les mêmes conditions qu'avaient vécu mes parents. Arrivé à l'entrée, je me suis arrêté. J'ai eu le sentiment que, d'une certaine manière, j'avais réglé mes comptes avec cette montagne et ça m'était totalement égal de la traverser. Pour moi, le tunnel n'avait plus qu'une importance très relative. J'ai tourné les talons, mais pour moi, c'était terminé, en fait. Je le reprendrai pas, mais c'est fini pour moi.